Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc nous sommes réunis ce soir autour de Michel de Guy, et donc ça va être une soirée de poésie. C'est-à-dire que l'idée de donner la place à la voix du poète, plus qu'à celle du poéticien. Je m'expliquerai tout à l'heure sur ce choix. Donc cette première prise de parole, c'est pour vous expliquer le menu de ce soir. Donc on va commencer par entendre un poème de Michel, le plus récent, le dernier publié, Prose du Suaire. C'est un poème qui a été écrit à la suite de la mort d'un ami de Michel, un poète très important, qui était aussi lié à Genève, le poète Meddeb. Et ce poème, Michel a tenu, il nous l'expliquera, à ce qu'il soit traduit dans une vingtaine de langues. Donc on le fera entendre, évidemment, dans le français de Michel de Guy, et puis je le lirai en italien, puisque Michel m'avait demandé de le traduire. Et ensuite, on l'entendra en allemand, lu par un romancier ami de la maison, et aussi ami de beaucoup d'entre nous, Daniel Deroulet. Après qu'on aura donc consacré ce premier temps à la lecture, je dirai quelques mots généraux sur l'œuvre de Michel, ce qui est très facile en 5 minutes, puisqu'il a écrit à peu près 50 livres, 900 articles, donc c'est tout à fait facile. Et après quoi, on dialoguera, Sylviane Dupuis et moi-même, avec Michel, donc sous la forme d'un échange qui portera à la fois sur la poétique et sur la poésie de Michel. Ensuite, et je vous demande d'être bien attentif à ce déroulement, vous aurez la parole, d'accord ? Donc il y aura un temps de questions qui vous sera accordé. Et à la suite de cela, le dernier moment de la soirée sera donc consacré à la lecture, assez longue, un ensemble bon, on verra, de poèmes de Michel de Guy, puisque l'idée est donc de commencer par lui donner la parole et de finir en lui donnant la parole. Donc c'est une soirée de poésie, donc soyez prévenus, on va lire et entendre des poèmes. Michel de Guy, c'est bon, merci Martin, merci bien entendu à tout le monde. Bon, je vois beaucoup d'amis ici, je ne développe pas. Merci pour cette soirée. Bon, alors, Prose du Suaire, c'est un poème composé, disons, dans l'émotion, après la mort d'Abdelwahab Meddeb, et lu une première fois à l'Institut du monde arabe, qu'il a eu un mois après, une grande soirée pour le célébrer. Et puis, peu de temps après, à cause de cette soirée où il y avait énormément de langues qui se faisaient entendre, je me suis dit, au fond, un poème entouré, accompagné dès le premier moment de ces traductions, c'est une bonne idée. Par conséquent, je vais faire un tour du monde, plutôt comme je le dis dans la petite introduction, un tour de Babel. Et en 20 langues, d'amis, il en manque 2 ou 3 000, bien entendu, mais ça passe par le russe, l'hébreu, le latin pour finir. Ça se termine en latin, et c'est juste à cause de Prose du Suaire. Prose, c'est donc une forme, si vous voulez, de poème, de poésie médiévale, liturgique si on veut, et le Suaire, je vais dire un mot là-dessus un instant, mais enfin bon. Donc, il est arrivé ceci qui est assez amusant. Tiens, je vais commencer par une petite anecdote, pourquoi pas. Entouré de ces traductions, quelques-uns des traducteurs, c'est tous des amis, ont demandé ça et là quelques commentaires, et j'aurais dit, ah ben non, je pensais plutôt à ça, d'accord. Et puis beaucoup, c'est-à-dire environ une dizaine, n'ont rien demandé du tout. De sorte que je pense que ce poème est parti avec ses faux sens, contresens, non-sens, si l'on veut, dans son tour de Babel, et c'est bien comme ça. Et alors, il est arrivé cette chose assez singulière, c'est que j'ai écrit un moment à la fin de la deuxième strophe, donc je corrige directement sur l'exemplaire, j'ai mis un prétérit. Mon ami, tu mourrais sous nos yeux. Et malgré les épreuves et tout, c'est devenu dans cette édition, car un air a été ajouté subjectivement, mon ami, tu mourrais sous nos yeux. Donc inconditionnel. Et alors, il est arrivé donc ceci, que les versions sans faute sont les traductions. Maintenant, je parle en allemand, il y a Died dans la version anglaise, traduite par Richard Rand, et le seul poème erroné, c'est
La mort sur le lit te défigure. Elle est partout à la place du corps. Ton visage se retire de la prosopopée. Une vanité s'émacie dans le drap. Par les yeux enfoncés, tu recules en toi, où tu sais qu'il n'y aura plus de toi, si près de ton visage, ce jour-là, croisé, avec le nôtre, dans l'approche du baiser sur les joues, mon ami, tu mourrais sous nos yeux. Je t'ai baisé la main pour te dire adieu, comme si nous pouvions t'envoyer là, d'où tu nous veillerais, nous parlerais, sachant qu'il n'y aurait ni au revoir, ni adieu. D'où que tu sois, tu es ici, tu parles tes poèmes dans la nuit de nos jours, un nous peut te jurer une fidélité. Maintenant le voile, puis le suaire de nos pages, appliqué sur ta vie passible de la transcendance qui la configurait, relève les traces de cette transe qui la transfigura. Voici venu le temps des viveurs et des tueurs. À quoi bon les poètes, demandaient les penseurs, tu réponds, dans la cité politique, bon, pas seulement pour le deuil et les danses. Ce que tu fis de la vie avec ta vie subite, son hôte, la vie à l'œuvre est la vie pour le convivre, il n'est jamais trop tard pour le trop tard. C'est Martin qui m'a dit je suis italien, donc je traduis en italien. Prosa del sudario. Non, mais non, ça c'est en espagnol. Mais oui, Spagna. Prosa del sudario. La morte sul letto ti sfigura e dappertutto al posto del corpo il tuo viso si ritira dalla prosopopea una vanità scarnita negli lenzuoli. Per gli occhi sprofondati in te aretri, dove sai che non ci sarà più te, così vicino al tuo viso incrociato quel giorno col nostro, nell'affiancarsi del bacio sulle guance, amico mio, morivi sotto i nostri occhi. Ti ho baciato la mano per dirti addio, come se potessimo mandarti di là, dove vigileresti su di noi, ci parleresti sapendo che non ci sarebbe più né ciao né Dio. Da dovunque tu sia, tu sei qui, tu parli le tue poesie nella notte dei giorni nostri, un noi ti può giurare una fedeltà, adesso il velo, poi il sudario delle nostre pagine applicati sulla tua vita, la tua vita passibile della trascendenza che la configurava, rilevamo le tracce di questa trance che la trasfigurò. Ecco che è arrivato il tempo dei viveurs e degli assassini. A cosa servono i poeti? Chiedevano i pensatori. Tu rispondi, nella città politica servono e non solo per il lutto o per i balli. Quello che facesti della tua vita con la tua subita su ospite, la vita, l'opera è vita per il convivere e non è mai troppo tardi per il troppo tardi. La traduction est de Joachim Sartorius. Prosa des Leichentuchs. Der Tod auf dem Bett entstellt dich. Er ist überall, dort wo der Körper war. Dein Gesicht kehrt sich von der Prosopopeia ab. Eine Vergeblichkeit verzehrt sich im Lacken. Durch tief liegende Augen ziehst du dich in dich zurück. Wo es dich nicht mehr, du weißt, es geben wird. So nah an deinem Gesicht ist dieser Tag, der sich an der Ankunft eines Kusses auf den Wangen mit dem unseren kreuzte, mein Freund, du starrst unter unseren Augen.
Ich habe dir zum Abschied die Hand geküsst, als könnten wir dich dorthin schicken, wo du über uns wachtest, zu uns sprechtest. Im Wissen, dass es kein Wiedersehen gibt, keinen Gott. Wo du auch bist, du bist hier. Du sprichst deine Gedichte in der Nacht unserer Tage. Ein Wir kann dir eine Treue schwören. Jetzt der Schleier, dann das Leichentuch. Unsere auf den Leiben angewandten Seiten, dein Leben offen, Transzendenz, die ihm Gestalt gab. Heben die Spuren dieser großen Angst hervor, die es verklärte. Die Zeit der Lebenmänner und der Mörder ist gekommen. Zu was sind die Dichter gut? Fragten die Denker. Deine Antwort? In der politischen Stadt. Gut. Nicht nur zu Trauer und zum Tanz. Was du als Leben mit deinem jähen Leben machtest, deinem Gast, es ist das tätige Leben, das uns miteinander leben lässt. Nie ist es zu spät für das zu Späte. Dans Poèmes en pensée, Michel de Guy écrit le paragraphe suivant. Attaché de toutes les manières, et chaque fois par amour, par obligation et par contrainte, nous sommes autres qu'à l'attache, et par l'attachement, nous mesurons ce à quoi nous ne pouvons nous arracher, ce qui n'en finit pas de se révéler et de nous retenir. D'une certaine manière, s'il me fallait dire une des multiples raisons pour lesquelles je tiens la poésie et la poétique de Michel de Guy comme une des plus importantes du siècle, c'est parce que je crois qu'il a su donner à la question de nos attachements une forme nouvelle. Une forme nouvelle. Tout le monde, et parmi vous j'en connais, aime le poème parce que le poème dit l'attachement. Et le poème dit l'attachement de manière parfois brutale, parfois disruptive, parfois ironique. C'est une veine très française, depuis la Forgue au moins, depuis les post-baudelairiens. Et sans doute, ce que nous attendons des poètes, c'est qu'ils sachent donner à nos attachements une forme, un lexique, une rythmique nouvelle, qui correspondent à la modalité par laquelle nous vivons nos attachements. Donc, d'une certaine manière, ce qui caractérise, je crois, la poésie de Michel de Guy, parmi évidemment tant d'autres choses, c'est ce rapport très particulier que Michel de Guy fait subir à son lecteur dans cette tension qu'il construit entre eux, c'est une paronomase que vous avez beaucoup réactivée, entre l'attachement et l'arrachement. C'est-à-dire que nous sommes attachés à ce à quoi nous ne cessons de nous arracher, et cette manière d'être à la fois attaché et arraché, c'est le lyrisme de Guy. Alors, ce lyrisme, il a pris de multiples formes, et surtout il s'est escorté, depuis que Michel de Guy écrit, et Michel de Guy écrit depuis maintenant une 60aine d'années. Il a publié une 40aine de recueils, et cette forme poétique qui accompagne toute la seconde moitié du XXe siècle, elle est elle-même escortée d'un discours théorique. Alors bien sûr, la tentation est forte parce que c'est facile à faire, j'ai même consacré un livre, de prendre les poèmes par la poétique. C'est-à-dire dire, voilà, comme De Guy est quelqu'un qui offre un certain nombre d'instruments théoriques
parce que Michel de Guy est philosophe de formation, il a enseigné la philosophie et la littérature. C'est assez facile, d'une certaine manière, de faire un livre. Hein. Enfin bon, j'exagère, c'est pas si facile que ça, mais on voit très bien comment on peut faire pour déployer les instruments théoriques d'un grand penseur. Parce que de Guy s'inscrit, disons, dans une lignée qui est celle d'un certain rapport à la pensée allemande, hein, à Kant et à Heidegger, et il pense l'activité poétique en grande partie avec des instruments empruntés à la philosophie. Cette poétique de Michel de Guy, hein, elle s'est déployée dans un grand nombre de traités, d'études, hein, la raison poétique, pour citer les derniers titres, au jugé, et elle a touché, si vous voulez, un très grand nombre des questions de l'époque, puisque une des questions centrales de Guy, c'est précisément qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire de la poésie? Pourquoi la poésie aujourd'hui? Comment la faire? Mais ce soir, justement, il me semble très, très important, puisque c'est pas le printemps de la poétique, c'est le printemps de la poésie, de prendre la poétique par un autre biais. C'est-à-dire non pas... Vous savez que le mot poétique, c'est un mot très substantif, la poétique. C'est un terme qui a subi un virage considérable au XXe siècle, hein, puisqu'on appelait jusque, disons, au XVIIIe siècle, poétique, les traités de composition de poèmes. Hein. Faire une poétique, ça veut dire parler des rimes, parler évidemment de la métrique, etc. Et aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle poétique, c'est tout autre chose. Hein. C'est des discours de justification, de validation, hein, de l'exigence poétique. Donc sur ces livres, hein, je crois que c'est inutile de rentrer dans les détails, hein, le poète qui aujourd'hui a fourni les instruments théoriques les plus affûtés pour défendre la poétique, c'est de Guy. Mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Peut-être que tout le monde ne le dit pas, mais tout le monde le sait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre côté. Hein, c'est-à-dire de prendre la poétique de Guy par les poèmes et d'essayer de vous faire entendre, c'est pour ça qu'on veut que le poème de Guy soit à l'honneur ce soir, hein, c'est le rapport de la poétique au poème. Et d'une certaine manière, hein, De Guy nous a aussi offert hein, des instruments théoriques pour comprendre ce qui nous attache au poème qui dit l'attachement. Et il a forgé une expression mémorable, hein, qui est une espèce d'expression mallarméenne, hein, qui a un rapport avec Mallarmé, qui est cette formule hein, sur laquelle on s'est tous évidemment penchés, avec plus ou moins de bonheur, qui est la formule hein, ineffacer le devenu incroyable. Ineffacer le devenu incroyable. Ce que font les poèmes de Guy, c'est, alors, vous le dites de la poésie en général, mais c'est ce qu'ils font, c'est d'ineffacer le devenu incroyable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez d'écouter un poème très intense, qui présente, vous l'avez vu, des variations tonales très fortes dans sa deuxième partie, hein, puisque dans la deuxième partie, une scène de deuil, d'accompagnement du mourant, devient une scène de réflexion sur ce qui se joue dans une scène de deuil, hein, la question de la transcendance, etc. Mais essayons d'appliquer la formule ineffacer le devenu incroyable à ce qui se joue dans cette scène. Le devenu incroyable, c'est tout simplement hein, la disparition des circonstances concrètes de nos attachements. C'est l'intensité de nos affects, c'est l'intensité de nos croyances, c'est l'intensité de notre attachement à la terre et pas seulement aux êtres. Et donc c'est quelque chose hein, qui a quitté, disons, notre présent, mais qui persiste sous la forme du poème. Et ce que fait le poème, c'est pas ce que fait le temps, qui est d'effacer cet attachement, mais c'est de les ineffacer, c'est-à-dire de les faire demeurer dans la tension que le langage crée à leur effacement. Et ça, c'est le langage qui le fait. D'accord ? C'est le langage du poème. C'est-à-dire que le poème, hein, il fait exister notre attachement dans le moment où cet attachement est en train de s'arracher de nous. D'accord ?
Et une des raisons, me semble-t-il, de l'émotion poétique, et celle qui saisit le lecteur des poèmes de Guy et Grande, c'est précisément que le branchement, le contact avec le poème s'établit dans cette tension attachement-arrachement. Donc je crois que ça c'est une des clés de la poétique de Guy, c'est de travailler sur cette tension de la disparition de ce qui est devenu notre passé. Comme ça serait assez long à montrer, ce n'est pas une question de temporalité, c'est une question d'aspectualité, c'est-à-dire c'est notre rapport au temps en tant qu'il est disparaissant. On peut faire des poèmes sur le présent, on peut faire des poèmes sur l'avenir, on n'a pas besoin de deuil pour faire des poèmes émouvants, bien sûr, mais tous les poèmes ineffacent ce devenu incroyable. Alors, ce point, qu'on verra aussi à l'œuvre dans d'autres poèmes qu'on va lire ce soir, cette tension, elle affecte, et c'est un point qui retient aussi beaucoup Sylviane, elle affecte la question des croyances. Elle affecte la question des croyances. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre vous, et souvent pour des mauvaises raisons, associent poésie et spiritualité. C'est-à-dire le poème comme appel vers une transcendance codifiée dans des langages religieux préexistants. D'accord ? Et De Guy a beaucoup travaillé cette question pour une raison centrale dans sa vie, et qui est que De Guy a travaillé sur qu'est-ce qu'un homme de peu de foi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de continuer à faire des poèmes quand le poème ne sert plus à enchanter le monde, mais, comme le dit Adorno dans une formule célèbre, à proposer des prières démythifiées, la démythification. Nos poèmes ne sont pas des poèmes de spiritualité, ils ne servent pas à enchanter le monde, ils servent à dire, mais sous la forme de prière parfois, la démythification. Et cette démythification, elle a un rapport avec la croyance, évidemment. Elle a un rapport avec l'ineffacement du devenu incroyable. Et De Guy a inventé une formule, où il a plutôt, disons, inversé le sens d'une formule pour dire ça, c'est la profanation. Ce qu'il appelle la profanation. Alors je me souviens quand Michel de Guy avait proposé ce terme à la suite de Un homme de peu de foi, de Sans retour, etc. Ce terme avait beaucoup choqué, parce que c'était dans une période où la profanation n'indiquait pas un acte de langage, bien sûr, mais un acte politique, la profanation des tombes, etc. Et avec un entêtement, dont vous allez le voir, qui le caractérise, il n'a pas cédé, il n'a pas retiré ce mot. Et la profanation, justement, c'est le travail sur des motifs religieux, la descente de croix, la pietà, la piété, chez Baudelaire, qui deviennent des motifs qui peuvent circuler sous la forme de poèmes, parce qu'ils portent en eux l'effacement ou l'ineffacement au travail de leur charge religieuse. Et donc je crois qu'un point qui très caractéristique de la poésie de Michel, c'est cette activité de profanation. C'est-à-dire de mise en circulation de motifs empruntés ailleurs qu'à la tradition poétique, dans le philosophique, dans le politique, dans le religieux, et qui deviennent, grâce à l'opération poétique, des motifs poétiques. D'une certaine manière, essayer de mettre transcendance dans un poème, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je ne vous le conseillerais pas, par exemple, personnellement. Mais avec De Guy, ça devient un jeu sur transcendance, et le motif, par profanation, devient dissible, devient communicable, devient partageable. Donc, la profanation, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce geste par lequel le poème reprend ce que De Guy appelle ailleurs des reliques, c'est-à-dire des reliquats de zones culturelles, des reliquats de langage culturel, des reliquats de discours philosophiques, et les fait circuler. Et de cette manière, la poésie de Guy ne s'arrête jamais, parce qu'elle est prise
dans cette tension, hein, je vais conclure là-dessus, hein, on avait dit qu'on ne ferait pas long, hein, déjà trop long. Elle est prise dans cette tension qui est de dire notre attachement arrachement aux amis, aux gens qu'on aime, aux lieux qu'on aime, et à l'extraordinaire répétition de la mort, hein, qui est à la fois toujours la même et chaque fois unique, la fin du monde, et la reprise de motifs de toutes sortes de traditions, un tour de Babel, religieux, philosophique, etc. Et donc, je conclurai là-dessus, dans un texte, alors quand on veut faire prof, on dit dans un texte très célèbre, ça veut dire généralement que je suis le seul à connaître, hein. Donc dans un texte qui n'est pas très célèbre, hein, Marina Tsvetaeva, la poétesse russe, hein, qui est quand même bien connue maintenant, distingue, c'est un texte en faveur de Pasternak contre Mandelstam, elle distingue deux types de poètes. Elle dit voilà, en fait pour moi il y a deux types de poètes, je trouve que c'est très utile pour faire comprendre un certain rapport au poème. Elle dit il y a les poètes sans histoire et les poètes avec histoire. Elle dit les poètes sans histoire, genre Pasternak, c'est des poètes qui semblent nés dans un rapport à la chose poétique qui ne va jamais évoluer. Pierre Austère. C'est-à-dire l'attachement à des codifications, l'attachement à des codes de poésie, hein, qui ne vont jamais être modifiés. Et d'une certaine manière, hein, vous prenez certains poètes qui ont commencé dans les années 50, hein, autour de Charles, etc., hein, et vous avez l'impression qu'en 2010, hein, ils écrivent comme en 1950. C'est pas un reproche, bien sûr, hein, mais c'est que pour eux, hein, le monde du poème, hein, c'est la source claire, hein, le vent qui joue dans les branches, hein, et le soleil qui éclaire en biseau ta joue. Bon, alors voilà, donc en effet, ce monde du poème, hein, il n'est pas modifié par l'histoire. Et Tsvetaeva dit, oui, mais à côté de ça, il y a des poètes, hein, qui sont des poètes à histoire, c'est-à-dire des poètes qui vivent le rapport à l'histoire de la langue, à l'histoire du monde, comme un défi pour le poème. Et l'idée de Tsvetaeva, c'est que, justement, Mandelstam est de cette famille-là. C'est-à-dire que c'est un poète, hein, qui reçoit des stimulations de l'époque. Michel de Guy dit quelque part « toute poésie est de circonstance » après Goethe, hein, et qui reçoit des stimulations de l'époque, non pas pour les réduire dans la forme poétique qu'ils auraient comme une espèce de modèle initial, hein, et qui va passer tout le réel à la moulinette, hein, mais comme des espèces de défis à continuer à faire du poème dans un monde du poème qui n'est plus celui avec lequel je m'étais formé quand j'ai commencé à faire des poèmes. Eh bien, si on compare Les Meurtrières, premier recueil de Michel de Guy, 1959, à La prose du Suaire, 2016, 2015, hein, on s'aperçoit que la supériorité que Tsvetaeva accorde à Mandelstam sur Pasternak, c'est-à-dire la capacité à se renouveler dans le poème parce que l'époque continue à me provoquer, eh bien je crois que cette supériorité, hein, elle est extraordinairement incarnée, hein, par ce que De Guy appelle lui-même, hein, l'énergie du désespoir. Voilà quelques propos. Martin, c'est un peu sévère le truc de Tsvetaeva. Parce que quand même, Pasternak, hein, voilà. Comment, sans parler du Jivago, mais enfin finalement, il était ennemi du régime, je ne raconte pas ça, mais j'avais oublié cette distinction aussi forte. Hein. Alors, bien entendu, mais il y en a aussi chez Mandelstam, s'il s'agit de dire tout à coup ce que fait une chose en tant que phénoménalement, elle se montre et elle se donne, il n'y a pas de poème sans ça. Hein. Donc il y en a probablement aussi chez... Je me rappelle le début de Mandelstam. Par où commencer? L'air tremble et frémit de comparaison. Ça, c'est le fer à cheval. Par où commencer? Comme commencer? L'air tremble et frémit de comparaison. Ça me plaît énormément, évidemment, spécialement. Alors, c'est un... Bon, je ne reste pas là-dessus, mais tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce tranchant.
Alors le temps change. Bon, je vais revenir un peu comme ça pour entamer les choses à la suite de Martin, que je remercie énormément pour ça, et en reprenant au besoin, avec des petits morceaux de biographie, d'autobiographie, mais c'est une manière de vous présenter devant vous, surtout évidemment à ceux qui ne me connaissent pas. Alors, en vous écoutant au début, je me dis, mais au fond, peut-être que vous tranchez aussi un peu trop avec le théorique. Dans le livre que je suis en train d'achever, et que j'espère Galilée publiera, ça n'est jamais sûr, ça, il y a 5 parties, la dernière s'appelle Théorème. Théorème, poème, c'est d'une certaine manière non seulement beaucoup plus proche, mais en affinité profonde, après tout. Théorème, c'est pas vrai. Autrement dit, vous avez mis le théorique un peu comme s'il y avait déjà un partage entre le philosophico, philologico, théorique, nettement distinct, et non pas cette matrice que nous connaissons où le poème homérique préfère le présocratique. Le présocratique est un théorème ou un poème, et ça vient jusqu'à la question de la poétique et la question socratique puis aristotélicienne. Il y a quelque chose de... Si j'ai appelé la dernière partie de mon truc théorème, c'est pour vous montrer qu'un poème et un théorème, c'est pas si loin. Théorème, théâtre, il s'agit de le voir. Qu'est-ce que voir? C'est toujours la même question. Donc ça, c'est ma première remarque. On ne va pas développer ça longuement, mais de même que dans notre revue poétique, qui est ici, il y a côte à côte, apposé, juxtaposé, les traductions, il faudrait dire un mot sur les traductions en général, les poèmes de, on va dire, francophonie, en langue française, jeunes poètes, et puis la philologie. On a failli appeler ça théorique, philologie, c'est très bien, philologie. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'est pas philologie? La poésie est philologique, l'écologie est une philologie. Donc, philologie, ça intitule parfois notre dernière, c'est une proximité. Mais au fond, c'est que cette proximité, c'est simplement, c'est l'indivision que j'appelle maintenant philosophique, poétique, dans la langue vernaculaire profonde. Finalement, en quoi la philosophie est un poème, c'est ça la question. Par exemple, tout à coup, les locutions philosophiques dans le parler philosophique, et singulièrement dans la traduction souvent de Heidegger, tout à coup, il y a des locutions comme ça. Il y va de. Il y va de. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y va de. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il y, qu'est-ce qu'il va? Il y va d'une manière profonde, c'est comme ça que parle la philosophie. Alors vous êtes accroché à transcendance. Mais avant, alors le mot un tout petit peu technique, on va dire, mais pas dans cette séance bien entendu, ça serait le mot transcendantal, bien qu'il soit vieux comme le médiéval, transcendantal, mais transcendance, ascendance, descendance, transcendance, comme je l'écris parfois, et au fond, ça rôde dans le poème Améthée, c'est la transcendance. C'est la langue commune, c'est le logos profond, c'est la logique profonde. Alors évidemment, vous l'avez senti, vous le savez, j'appartiens à, il faut le signaler aussi, un sous-genre de poète, ou un type de poésie qui s'inscrit dans la tradition, c'est-à-dire qui est logique, qui est philologique, qui parle, et je vais venir à ce que... et donc, qui peut subir justement une lecture publique de poèmes, reçus ou pas reçus, mais une lecture publique de poèmes, alors que la poésie homonymique, nous le savons, tantôt elle est aussi bien tout à coup électroacoustique, ou bien performative tagger. Alors là, il y a une continuité, une fidélité. Je me rappelle tout à coup, vous m'excusez, mais je me cite parfois, un vers très ancien dans, je pense que j'ai écrit tout à coup, il naît, il naît fidélité dont je ne sois capable, dans le mouvement d'infidélité profonde que j'appelle, pour terminer, non pas ce propos qui va encore durer, mais terminer les choses, enfin quelques années encore j'espère, que j'appelle palinodique, c'est-à-dire le mouvement de revenir sur, à partir, oui, dans une matrice, vous l'avez dit, une matrice chrétienne, ce que nous a dit tout à l'heure à parler des reliques, se demander que faire de ça? La responsabilité d'un écrivain. Alors ici, là aussi, je me distingue peut-être un peu de ce que pense Martin ou certains autres, mais si vous voulez, pour moi, la différence, au fond,
la différence profonde, la différence radicale, la différence grave aujourd'hui, n'est pas tellement la différence entre le poème et la prose. Non, parce qu'au fond, ce serait plutôt la différence entre la littérature, qu'on a appelée pendant des années récemment l'écriture. Qu'est-ce que tu fais? J'écris. Qu'est-ce que tu écris? J'écris pas nulle part. J'écris. L'écrivain, l'écriture, c'est l'écriture, et ce qui n'est pas cela, qui est eh bien, la communication, l'information, qui est c'est-à-dire la sortie du langage dans laquelle, comme dit Godard, nous sommes embringués, un peu plus qu'embringués. Alors, je repars, puisque vous m'avez tendu cette citation, ineffacé est devenu incroyable. Je vous raconte que c'est une formule que j'ai employée la première fois à la suite du film de Lanzmann. Je pense que cette formule, j'ai employée d'abord au sujet de Shoah, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Alors, cette formule est aussi intéressante tout de suite parce qu'elle est une double négation, c'est-à-dire malarméenne. Il s'agit de effacé, est devenu incroyable. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de positivité d'assertorique, ce qui peut arriver quand même, mais c'est par une double négation que l'atteinte de la chose à dire, ça c'est malarmien. Alors, ineffacé est devenu incroyable, c'est à la sortie la première fois que j'ai vu Shoah, que j'ai vu beaucoup de fois. Je ne vais pas raconter, mais donc une fois à Londres, 11 heures de suite, 37. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Il s'agit de rendre ineffaçable ce qui est devenu incroyable. Alors, devenu incroyable, au fond, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à peine une chose a-t-elle eu lieu, elle est incroyable. Et nous disons tous, mais c'est incroyable, je l'ai vu avant-hier, il est passé sous un autobus, c'est pas vrai. Autrement dit, d'une certaine manière, tout est incroyable, à peine produit. Et c'est cela qu'il s'agit de retenir en le rendant ineffaçable. Et comment? Et c'est ce que fait le film de Lanzmann, on va pas en parler là, enfin avec sa querelle avec tous les autres. Il s'agit justement de s'adresser aux témoins ou à ceux qui n'ont pas nécessairement vu. C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, on entend des gens qui, je ne vais pas aller trop longtemps là, mais on entend des gens qui rendent une visite scolaire à Auschwitz. Alors il y a des enfants qui disent « Ah, j'ai vu à Auschwitz, je comprends ». Mais ce n'est pas la peine. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas. C'est incroyable et ineffaçable par tous les... Je ne sais pas s'il faut appeler ça témoignage. Enfin, alors, donc c'est ça. Mais incroyable. L'histoire qu'on appelle l'histoire sainte, et au fond, là, je pense que Carole Gainsbourg ne serait pas d'accord, mais toute histoire vérificatrice, avérée, j'en ai fait, s'adosse à une histoire sainte, c'est-à-dire ce que Lyotard appelait le grand récit, grand roman, c'est-à-dire ce qui consiste en vérités qui ne sont pas des vérités de fait, c'est-à-dire à jamais invérifiables au sens du positif. Qu'est-ce que c'est Et c'est ça l'extraordinaire. Je voudrais voir ce qui se passe dans un devenir historique quand l'histoire, que j'appelle ici l'histoire sainte, se change peu à peu en histoire du fait qu'on peut attester. Que chacun sait qu'une vierge n'a jamais pu accoucher en tant que telle. Je crois, chacun sait que... Mais oui, chacun sait que Mahomet n'est pas parti sur un âne. Donc, et cependant, le croire, justement, est attaché à cet incroyable. Donc, si vous voulez, il faudrait distinguer ici la croyance et la foi. Alors, le mouvement que j'appelle palinodique, et auquel Martin fait allusion, est un mouvement, c'est-à-dire, que faire de ces reliques qui ne sont plus, dans ce pays calviniste, on peut l'évoquer aussi, qui ne consistent plus en petits bouts d'ossement, ça et là, mais où sont les reliques? C'est les reliques qui sont dans le langage, c'est-à-dire dans les œuvres, en tant que les œuvres protègent les langues. Parce qu'une langue, au fond, c'est pas plus intéressant qu'une autre. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait avec une langue, c'est-à-dire les œuvres, en tant qu'elles protègent les langues. Alors c'est ici où on peut aussi, surtout quand on parle de poésie, insister sur la traduction. Je vais le faire un instant d'une manière biographique. Et, au fond, qu'est-ce que, je me suis demandé parfois, je devais écrire, qu'est-ce que j'ai fait avec d'autres on va dire, de 10 ans
à 24 ans. Pas grand-chose, mais essentiellement traduction. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on était à bonne élève au lycée, puis à cagneux, malchanceux ou pas, et d'abord on traduire. Il n'y avait pas la littérature d'un côté, puis ensuite la philosophie du siècle, puis la traduction comme intermédiaire. Non. Traduire, c'était le milieu même de preuves réciproques échangées, de ce qui peu à peu se devenait littérature et philosophie. Que faisions-nous sinon traduire? Et même, je me répète pour ceux qui connaissent ce petit passage, ce que j'ai écrit récemment, la première chose qu'on apprenait, c'était un alexandrin en latin. Je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'on entend quand on arrivait dans ce temps-là, on était en 6e à 6 ans, non, pas tout à fait. 10 ans, 10e, non, c'est bon. Bon, alors, on apprenait le latin. Alors, vous apprenez rosa, rosa, rosam, rosa, rosé, rosa. C'est un alexandrin, et ça, c'est a rose, is a rose, is a rose. C'est-à-dire, on apprenait, au fond, on était immédiatement dans la traduction, qui n'allait pas nous quitter, puisque les professeurs allemands, grecs, latins, etc., pendant ces dizaines d'années. C'est ça la formation. Il faut y insister aussi, finalement, parce que pas une formation de mathématicien, d'ingénieur, c'est une formation dans la langue, c'est-à-dire dans ce côté-là qui va être riche en reliques, en plus formation chrétienne, c'est-à-dire d'une religion de ce côté-ci de la terre. Et la question, et je vais m'arrêter là, la question c'est de responsabilité de quelqu'un qui peut être aussi, attention, un peintre ou un musicien. Un peintre. Que faisaient les peintres pendant des siècles? Réponse des chemins de croix. Vous emmenez maintenant des enfants dans les musées ou dans les églises, ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, la peinture consistait à... Alors c'est là où arrivait j'ai fait jouer une fois le terme de profanation, c'est-à-dire à faire de la profanation et de la révélation. C'est-à-dire Botticelli prenait une jolie fille dans la rue et il faisait un portrait à partir de la révélation, qui dit la révélation chrétienne, il présentait une femme devant le sein, ou à la rigueur une Vénus, par Callipyge, mais à Diomède, je veux dire, c'est-à-dire profanation de la révélation qui fait la peinture. Donc comment faire de la révélation avec de la profanation? C'est ça ma formule. Parfois j'employais, à cause de Denis Guénon, vous vous rappelez, j'étais à Cerisy parce qu'effectivement, profanation dans une ambiance qui ne fait que s'épaissir, c'est une ambiance qu'on va appeler intégriste une fois pour toutes, c'est un peu comment ça profane, comment on se trouve devant le plateau. Alors, j'ai dit, après tout, on peut prendre déposition. Déposition, le coup de dé. Désenchantement, déposition, des incantations, dé. C'est le coup de dé de la poésie. Bon, je m'arrête comme ça parce qu'il faut s'arrêter un peu de temps en temps. Oui, j'avais prévu de lire un petit extrait d'Arrêt fréquent, justement par rapport à, et vous posez la question par rapport à cela. Vous dites la question est de la religion et pour chacun de son rapport au religieux. La question est du rapport de la poésie au religieux, rapport de Hölderlin aux dieux enfuis, de notre rapport à Hölderlin, peut-être à ce qui fut regret déjà pour Du Bellay, rapport au contour spirituel de la ruine. Et ensuite vous dites qu'au fond Rimbaud a fait volte-face, qu'il a liquidé les choses et qu'en liquidant, en soldant les choses, il a peut-être trop soldé et qu'aujourd'hui tout doit disparaître. Vous dites que aujourd'hui, ce calicot sur notre boutique, tout doit disparaître. Ce serait la mauvaise lecture de Rimbaud peut-être. Mais ensuite, vous dites dévêtir avec douceur les vieilles superstitions qui emmaillotent, c'est l'affaire, l'urgence, le temps. Et là, nous étions en 1990 et je suis très frappée par cette injonction qui est là de ne pas confondre la relique et le discours de croyance. Comment est-ce que vous faites la part précisément de ce que la poésie peut faire avec ce dont elle hérite du discours de croyance, des récits,
vous dites aussi comment la poésie peut-elle préserver, ineffacer ce grand dépôt de figures inscrites en absence dans les mémoires, les noms, et comment faire pour que ce ne soit pas le seul tourisme, c'est-à-dire le culturel, qui le prenne en charge. Donc, quelle est la part de travail du poème? Je ne dirais plus tout à fait les choses comme ça, c'est un peu trop rapide et trop léger. Alors comment revenir là-dessus? Disons, dans toutes nos phrases ou à tout instant, nous employons, pensons, parlons, en termes de, par exemple, d'incarnation, de rédemption, de résurrection, incarnation. La question est que penser avec cela, c'est-à-dire qu'il faut faire des poèmes qui n'abandonnent pas, qui ne jettent pas. Je dis ça pour Wittgenstein, hein, parce que je me rappelle le temps des traducteurs de Heidegger, après au fond, à peu près dès 1955, avec Henri Corbin, et la relation à Hölderlin. Alors, je vais prendre ça comme exemple. Il y avait un des leitmotifs heideggeriens, qui, dans les 5 qu'il avait choisis, qui disait « Was bleibet aber stiften die Dichter ». Donc, pendant longtemps, pendant peut-être demi-génération de traducteurs, en français, ça donnait ce qui demeure, les poètes fondent. L'âge de la traduction change, c'est-à-dire, au fond, l'herméneutique, c'est une manière par la traduction de poser des questions. Comment entendre ça maintenant? Alors là aussi, je reviens sur une chose un peu en association d'idées, sur laquelle Martin a insisté au début, c'est-à-dire que la poésie, c'est pour moi la poésie aujourd'hui. Que faire aujourd'hui avec Baudelaire, avec Hölderlin, avec les poètes, avec Rimbaud, vous l'avez cité, avec Dévotion. Dans le volume que je publie bientôt, il y a un poème à Jacques Lédrisset. J'ai pris la dévotion de Rimbaud et j'ai fait un poème sur ce modèle-là, c'est-à-dire en prenant Dévotion et en tirant, ce poème est un des plus obscurs de Mallarmé, parce qu'on ne sait pas de quoi il parle, avec des noms propres, et en le tirant pour faire un poème d'aujourd'hui tourné vers quelqu'un, mais pas quelqu'un seul. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est, je prends ça comme exemple. D'où vient le besoin de changer la traduction? Il ne vient pas justement de la fantaisie de quelqu'un qui dit ça suffit, mais il vient justement disons, historialement, des tournants, des événements dans lesquels nous sommes pris, même Pasternak. Hein, et j'ai proposé, donc, ce qui est une manière de parler aussi très rapidement de ma relative coup de dés-heideggerianisation, oui, de proposer de traduire comme ceci maintenant. Ce qui reste, non pas ce qui demeure, mais ce qui reste. Donc, question, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Les dichters, non pas les poètes, mais les arts, les artistes, etc. Alors, la difficulté, c'est Stiften. Parce qu'il est fondé, le langage de la fondation, de la Gründung, le langage métaphysique et philosophique, ne convient pas, justement. La question implicite, c'est que faire de ce qui reste, ce qui suppose qu'on se demande ce qui reste, qu'on associe, et qu'on s'intéresse à ce qui reste, au fond, systématiquement. Pas tout à coup un développement, par exemple, qui prendrait en vue simplement la résurrection, mais l'ensemble, je ne sais pas si c'est systématique, en fait, sur la dogmatique, qu'il s'agit de conserver en quittant le moi dokei, encore en tous les cas la doxa, ou en tout cas la doctrine de la dogmatique. Ça. Donc, je ne sais pas si c'est concevable en allemand, je ne sais pas concevable, c'est de traduire Stiften par relancer. Oui. Alors il m'est arrivé de dire ce qui reste, le rejoue ou le relance, mais la question est qu'est-ce qui reste? Comment relancer ce qui reste de manière à le conserver en le perdant? Comment perdre
Comment perdre en conservant? C'est toujours la même question. Alors, ce que je veux dire, c'est que le religieux, il faut faire très attention et de plus en plus attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la formule de Gauchet, que je fais bien à bien des égards, c'est-à-dire la question étant d'une sortie du religieux. Mais la question difficile, c'est qu'il n'est pas question de sortir du religieux, vu que de plus en plus. Pourquoi? Non seulement parce que, disons, Durkheim pose l'équivalence sociale-religieuse. Qu'est-ce qu'une société sans sa religiosité? Donc, à la limite, sortir du religieux, c'est le plus difficile, le plus impensable. On vit ces questions-là en ce moment. C'est par exemple dans le contexte français la question de la laïcité, la querelle entre les deux laïcités. La laïcité doit-elle juxtaposer dans la tolérance, dans l'espace privé-public, dans l'espace intermédiaire, des manifestations de convictions religieuses, ou bien, et c'est plutôt ma version de la laïcité, la neutralisation de cet espace qui est l'espace mixte, qui n'est pas l'espace public, de manière simplement comme à éviter que les haines, dans la montée empédocléenne de la haine qui saisit cette terre en ce moment, on se tue à tout instant, hein, de manière à éviter le temps des assassins. Alors, c'est une chose, ça n'est pas admis ça, parce qu'au fond, le fond d'agnosticisme de la laïcité pour laquelle je serais plutôt porté à défendre, au fond c'est un athéiste, c'est-à-dire une déposition de la foi qui n'est pas la croyance. Notre prochain thème, ça pourrait être Glaubenwissen, dans un prochain numéro. Je crois savoir qu'est-ce qui se passe actuellement ça. Bon, alors, ce que je veux dire, vous avez lu un passage un peu, je sais pas quoi, un peu léger, j'ai formulé les choses lues après. Non, c'est vrai, c'est extrêmement difficile. C'est une affaire extraordinairement compliquée. Hein. Sortir du bon, ça m'amènerait aussi à faire peut-être entendre une autre question à parler du culturel. Je ne pense pas qu'il soit. Disons actuellement ce qu'on appelle l'intégrisation ou l'intégrisme, il y a plutôt un retour à, ou une reculée dans une Gründung, une refondation dans un socle qui soit un socle social. Je ne sais pas. C'est le moment le plus difficile pour une telle. Hein. Alors ça consiste, comment dire, c'est une autre manière de dire les choses, c'est que la poésie n'est pas spiritualiste. Et alors là, c'est une affaire. Je ne sais pas si je peux improviser maintenant là-dessus, je réfléchis souvent à ça. Mais je ne sais pas par où passer là, dans ce moment-ci de la difficulté. La philosophie n'est pas spirituelle, parce que ce qui, peut-être une manière de dire les choses, c'est ça qu'il faudrait. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une grande généralité. C'est une de mes formules favorites aussi. Je repars de là. La raison bute sur l'identité. Alors, l'affaire dite poétique, qui est une affaire de connaissance, de reconnaissance, est une affaire de comment pulvériser le principe d'identité vers le fort. Le principe de raison et le principe d'identité, s'ils sont la butée finale du rationalisme actuel, chacun étant finalement appelé n'arrivant pas à dépasser son identité empirique, comment faire? Alors la poétique en tant que principe de dissolution de l'identité par la question que j'appelle dans ce titre de poème comme ci, comme ça, une chose, disons, préférer l'homologie à la tautologie, je ne sais pas comment dire ça maintenant, mais là, comment faire voler en éclats le principe d'identité et la tautologie, si la raison suffisante finalement s'enracine dans la tautologie. Ça, c'est une espèce de généralité la plus vaste possible pour cette affaire-là.
comment sortir de l'identité? Identité et différence, c'est comme ça que vous avez intitulé cet essai que vous m'avez consacré, un magnifique livre. Non mais c'est vrai, alors envie de différence. C'est la question. Il n'y a jamais assez d'autres dans le même, ni de même dans l'autre. C'est-à-dire comment multiplier bon, je vais peut-être pas arrêter parce que là je commence à mélanger un peu les choses. Mais disons, voilà, l'affaire c'est, oui, l'affaire, la question de religion, c'est comment sortir d'un principe d'identité sur laquelle tout ce qui est raison bute en ce moment, l'identité en termes en plus nationalistes, on va dire empiriques. Alors on a recours d'une manière rêveuse à l'aphorisme de Rimbaud, je est un autre. Oui, mais c'est justement ça qu'il s'agit de voir. Qu'est-ce que c'est que cet autre qu'est-ce que c'est que cette alternité? L'identité. Autrement dit, le poème est une affaire qui multiplie, qui étend les possibles sur le monde en cherchant une voie, une chose étant comme ce qu'elle est, avec ce qu'elle est. Et disons, sa quiddité ne pouvant pas être bloquée sur une identité définitive. Alors ça, disons, ce principe-là de poétique ou de transformation est un principe, enfin un anti-principe, quelque chose d'assez violent. Et si la poétique comptait, ce qui n'a pas lieu vraiment, il s'agit de la faire rentrer dans le débat, comme on dit souvent dans cette revue, si les sciences dures, n'en parlons pas, les sciences humaines, écoutaient ce qui se dit en poétique, comme il n'y a pas si longtemps, n'oublions pas, il y avait un cours de poétique au Collège de France, très connu, qui était à la fois un penseur et un poète, et écouté par les savants ou les académies, c'est un temps extraordinaire. Aujourd'hui, si vous voulez. Alors, est-ce que la poétique, dans tous ses états, peut rentrer dans le suspens anthropologique ou le débat anthropologique actuellement? Ça n'est pas le chemin, puisque la poésie, en tant que poème et par sa lecture, est assignée à un espace culturel où, au fond, elle ne fait pas tant de... On ne craint pas trop d'elle. Mais qu'est-ce qu'on craint de la poésie? Alors, ça m'amène aussi, puisque je mélange tout, il y a un certain ton, je le dis maintenant, puisque je vais lire le poème tout à l'heure, un ton épigrammatique, c'est-à-dire, cherchant le côté par où la poésie peut, je crois que c'est une expression d'Umberto Eco, la poésie peut faire mal. La poésie aussi peut faire mal, le côté épigrammatique. Donc, ce côté épigrammatique des poèmes est une manière de dire, de s'en prendre à l'époque par le côté aussi coléreux. Hein, et voilà. Alors, avant de justement entendre des poèmes qui font mal, pas seulement, Oui. On avait pensé parler de l'écologie, mais je crois qu'il serait peut-être opportun de donner un peu d'espace aux questions de la salle. Oui, d'accord. Et puis de garder du temps pour la lecture à la fin, et peut-être d'ailleurs qu'il y aura des questions sur l'écologie, etc. Ouais. Peut-être que... Alors on ne peut pas évidemment... Oui. Bah, vous en avez posé une, Martin. Finalement, et ça me ramène au romantisme allemand, à la lecture de Hölderlin de l'époque, c'est-à-dire à la Wohnung. Avant la préoccupation écologique, il y avait cette assurance, qu'on va dire, romantique, de Dichterisch aber Wohne der Mensch, donc la Wohnung, c'est-à-dire l'oikos, était logique en tant que Dichterischer. On pourrait presque dire que l'écologie avant la lettre correspond dans sa phase romantique à cette affirmation que c'est poétiquement que l'homme habite. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Alors on peut continuer à raconter c'est poétiquement que l'homme habite, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'habiter, demeurer? Donc la question de l'inhabitabilité qui effleure parfois le texte même de Baudelaire, qui vient de plus en plus en avant, en quoi le monde risque de devenir inhabitable. Et je pense que l'écologie repose d'abord sur une vision qui est une clairvoyance, c'est pas du tout une vision, qui est une clairvoyance touchant ce qui se produit de dévastation, la déterrestration. Il faut, à propos de l'écologie, évidemment,
commence par cela, c'est-à-dire la prise d'estimation, la prise de mesure d'une imminence de désterrestration de la Terre, non pas du tout de la planète, bolide cosmique en mouvement pour quelques milliards d'années, mais et si on ne parle que d'environnement et de menaces sur l'environnement et de mesures qu'on peut prendre pour arranger l'environnement, on ne prend pas la mesure. Donc, si vous voulez, l'écologie, dont il est question ici, l'écologie, pas dire radicale, pensante, philosophique, ça veut dire commence par dire qu'est-ce qui se passe, que j'ai appelé parfois d'un néologisme intéressant, géocide. Et je vous dirais même les génocides et le géocide, en quoi ça fait une menace de déterrestration extraordinaire. À mon avis, l'écologie, si ça ne consiste qu'à dire on va prendre quelques mesures pour battre les contre-finalités de la technique en luttant contre les pesticides par des anti-pesticides, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, ça commence par prendre une mesure. Il s'agit du monde. Et le monde au sens justement de l'ouverture au monde en tant qu'elle menacée. Alors, c'est pour ça que j'ai eu servi de cette formule hier pour vous rappeler, si c'est la dévastation qui menace, alors l'écologie en tant que insurrection ou soulèvement poétique cherche à reprendre une mesure de l'immensité, du vaste. Qu'est-ce que nous faisons du vaste contre la dévastation? Qu'est-ce que c'est que l'immensité? La Terre est-elle devenue si inhabitable qu'au fond, la mesure de son immensité, je ne dis pas infinité, il faut faire attention, la mesure de son remettre de l'infini dans le fini, d'une manière qu'on va dire poétique, mais qui est aussi bien pensante, c'est la question aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, on peut aussi ne pas s'en soucier du tout, évidemment. Et après tout va bien, hein, tout va bien. La sortie du langage s'effectue paisiblement. Hein, la petite poussette de Michel Serres est là, l'information, communication. Oui, ça va, une de mes formules, mais encore qui est programmatique, que je cherche pour prendre, qui me tend dans l'effort de penser la mutation, on va dire anthropocénique ou anthropomorphotique ou anthropogénique qui est en cours, c'est les choses deviennent leur image. C'est donc l'affaire de l'image. Je me tourne vers Laurent parce que très souvent on discute le plus sur le rapport à la photographie, le rapport à... Qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui le rapport chose-image? Les choses deviennent... Nous vivons une vie scrénisée, une vie à l'écran, et nous attendons de recevoir les images. Hein, et nous appelons ça vivre en direct. Vivre en direct. Donc la vraie vie est présente, contrairement à ce qu'on continue à croire que Rimbaud voulait nous dire. La vraie vie est présente. Alors, ce devenir image des choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe, en quoi il consiste, qu'est-ce qui se passe. De même qu'on pourrait dire le devenir communication du ci-devant dialogue politique. L'autre jour, il y avait, je ne sais plus qui, il y avait une querelle politique à Paris. Alors il y avait un communicant qui disait il ne faut pas du tout, la ministre qui vient de dire c'est dommage, je n'ai pas su bien communiquer, mais on va parler ça parce qu'il n'y a pas d'un côté un problème politique pour tout le monde et puis sa communication, il n'y a que la communication d'ailleurs. Donc je dirais que le devenir image des choses et le devenir communication du ci-devant dialogue, c'est la même transformation, transmutation. Donc, ou bien c'est cet ensemble qui est pris au sérieux et ça donne la résolution écologique, ou bien l'écologie est un ministère parmi d'autres qui combat quelques contre-finalités. Peut-être que c'est ça pour l'écologie, hein, comme programme. C'est étonnant. Alors, voilà,
qu'est-ce que vous vouliez me dire sur l'écologie? Non, vous avez dit la Non, mais- nature a eu lieu, on n'y reviendra pas. Comment? Vous avez dit la nature a eu lieu, on n'y reviendra pas. Dans Ah oui, mais ça, c'était à cause de Mallarmé. c'est à cause de Mallarmé, c'est ça. Oui. Parce que, bon, mais ça, il y a Martin qui est là, qui va nous parler de la nature. C'est-à-dire l'invention du naturel par Rousseau au XVIIIe siècle. On a cru que c'était, ah, ça y est, on allait rester dans le naturel. Alors, il y a une phrase de Mallarmé, je ne sais plus très bien d'où elle est, qui dit « La nature a eu lieu, on n'y ajoutera pas ». Alors, je lui fais dire ce que probablement il ne voulait pas dire, c'est-à-dire, de toute façon, il ne s'agit plus de la nature. Hein. Une autre manière de dire ça, c'est qu'il y a, je le dis par exemple dans les formules volontiers paradoxales, il n'y a pas du tout, il n'y a plus de procréation que médicalement assistée. On fait semblant de croire qu'il y a la procréation, puis voilà. Mais non, toute procréation, c'est au fond prolongation actuelle, comment dire, oui, génération actuelle, est médicalement assistée. Donc, il n'y a pas plus de nature de ce côté-là qu'il y en a. C'était sur les formules comme ça. Hein. Nature a eu lieu, on y ajoute. Alors, néanmoins, je sais bien que c'est donc une question. Qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui quand on parle, et Dieu sait si beaucoup on parle, de nature, de rapport à la nature. Maintenant, c'est moi qui pose la question. La nature. Autrefois, dans le bon vieux temps stoïcien, les choses étaient différenciées. Il y avait ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. La nature, ça ne dépend pas de nous. Alors, mais ce partage n'a plus lieu, il a de moins en moins lieu, donc d'une certaine manière. Bien que, et l'obsession du naturel, elle ne revient avec insistance, dans la mesure peut-être où la nature se dérobe. Je mets ça avec beaucoup de points d'interrogation pour répondre à votre question. Mais vous voyez, dans ces poèmes, il n'est pas question. Il n'est pas question de nature, il est question de phénomène, il est question de l'égomène, il est question d'écoumène, il est question de noumène, il est question de... et pas de constat descriptif d'une nature qui serait encore assez proche. La nature est là, qui t'appelle, qui t'aime. Vous vous rappelez ça, c'est Alfred de Vigny. La nature est là. Ah, qui t'appelle, qui t'aime. Bon, ça va, on va y revenir samedi prochain. C'est cette confiance qui n'a plus lieu. Alors qu'en est-il, hein? Ah, d'accord. Alors, Martin me tend à lire le poème écrit et publié au seuil d'un premier livre que j'ai appelé Écologique. Le titre qui cherchait à faire écho à Virgile, c'est pourquoi quelque part je traduis, j'essaie de traduire Géorgique, et le poème qui est écrit au lendemain de Fukushima, et que j'ai appelé justement Magnitude. Ça, c'est un procédé poétique. Ça consiste à prendre. Le mot magnitude est un mot latin magnifique. Il s'agit de magnitude qui n'est pas réservé à la sismologie. Il faut, d'une certaine manière, le reprendre. C'est une affaire de magnitude. Donc le poète s'appelle Magnitude. Magnitude. Il est plus clair qu'un jour de mars que la terre tectonique, la vieille réfractaire, se rétracte et vomit notre cuisine nucléaire. À l'échelle des magnitudes, la pénultième a frappé, une fois encore, au soleil levant. Non. Là où croit le danger, ne croit pas ce qui sauve, mais la perte. Il faut changer éole en éolienne, hélios en panneau, et le cœur qui sombre en cœur de sauveteur nippon. C'est un peu optimiste. Ouais. Bon, je vais vous donner, je ne suis pas sûr que ça suffit. Pas passer bien. Oui, avant qu'on... Donc, je vous rappelle, l'idée, c'est que vous puissiez un petit peu... Ah pardon, il y avait des questions. Poser quelques questions, peut-être, et puis ensuite, donc, on réservera une dizaine de minutes à la lecture. Des questions ? Juste une question par rapport à un mot qui commence par D, puisque j'ai l'impression que vous aimez bien les mots qui commencent par D. Il y a eu dévastation dans l'un des derniers. Quelle est la place du mot désolation chez vous?
Vous m'interrogez sur désolation. Oui. Bah, Je désolation. l'entendais en sous-titre quelque part, mais j'entendais derrière. Bon, alors désolatio, c'est désolatio. C'est le titre latin que j'ai donné à un livre de deuil. Et en réponse, c'est-à-dire en contre-écho, si vous voulez, la consolation. C'est-à-dire la consolation. C'est brutalement dit, il n'y a pas de consolation, mais il y a une désolation. Comment assumer la désolation? La désolation, c'est la perte de... Bon, j'ai fait 2 livres de deuil que j'ai appelé le premier traîne, à cause du grec chant de traîne, hein, d'accompagnement, de incroyable, si vous voulez. Et donc, réponse à votre question, c'est la désolation, c'est une manière de palinodie, de dire je conserve la consolation comme désolation. Je n'envoie pas tout promener, je ne vais pas simplement au funeral home pour régler l'affaire, pas plus. Je dis, le pensée disparu, le pensée endeuillé est un pensée que j'appelle désolation, et donc je dis des choses, je ne sais pas s'il y a à lire là, hein, donc, à moins que vous ayez... Ah, d'accord. Bon, alors ça, je vais le lire parce que Martin me le tend, et que c'était... Oui, c'est un poème de désolation qui est écrit un poème très bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 distiques, au lendemain donc de la mort de notre ami Jacques Derrida. Alors, donc, je l'ai mis là, effectivement, parce que donc je vais appeler ce poème Ris Orangis. Un par un, nous sommes mortels et même morts. La terre prise par la poignée, je la rendais à la terre. Nous faisions bloc d'immortalité autour du défunt. De l'abîme, une immortalité se leva, résurrection. La terre vue de la terre, le monde vu de la terre, ce qui n'est pas de ce monde est de ce monde. Voilà. Je ne commenterai pas, mais c'est un peu effectivement dans ce livre Désolation, qui est en fait un livre essentiellement endeuillé de la mort d'un petit-fils. Oui, moi j'ai une question par rapport à la forme épigraphique. Si on revient au poème que vous avez dédié à Abdelawad Meden, je réfléchissais simplement, qu'est-ce que vous auriez pu écrire sur sa tombe? Et est-ce que, par exemple, une formule comme credo, cartene cras aurait pu vous intéresser, ou une formule, disons, qui rappelle sa position par rapport à la maladie de l'islam et ce qu'il a écrit par ailleurs? Ben, je continue. D'autre part, hein, la croyance de Medem, je la connaissais, c'est-à-dire une certaine renaissance soufie ne serait pas impossible, c'est ce que j'appellerais son illusion à lui, et c'était un être profondément croyant tout en étant anti-islamiste, vous connaissez peut-être. Alors, mais c'est pas ça, là c'est le poème de la, exactement au pied du lit, au pied du lit. Bon, je pense que l'affaire de la transfiguration est importante, c'est-à-dire le mouvement de trans aboutit à la figuration. Ça aussi c'est un exemple de relique chrétienne qu'il faut conserver. Hein. La transfiguration, c'est parce que tout ce poème s'est fait quoi? Avec des reliques chrétiennes. C'est-à-dire, le voile, c'est des reliques, et le suaire, c'est le suaire du Christ. C'est-à-dire, attaché, projeté sur la tête de quelqu'un qui prélève. Donc voilà un poème qui est un bon exemple de déposition. Hein, c'est ça. Mais par rapport à sa tradition à lui, c'est-à-dire la cérémonie du farc, par exemple, qui est aussi une ostension sacrée comme une relique, mais du corps du défunt qu'on promène dans le cimetière arabe. Est-ce que, par exemple, vous voyez ça avec ces yeux-là aussi? Non, mais c'est un rapport profondément, comment dire, profondément haut. C'est un rapport, il faudrait parler du comme si,
Voilà, un maintien, c'est là où intervient le comme si en général, ou ce que j'appelais ailleurs willing suspension of belief, mais le comme si maintient la chose et le rapport à cette chose. Mais bien entendu, il n'y a aucune espèce de croyance au sens de, c'est ce que dit ce poème-là, ou même d'Aristophorgis, le sens où, comme le croient d'innombrables humains, il ne s'agit pas de mépriser, mais que dans l'autre monde, il y a un autre monde. Toute la Terre, c'est l'autre monde. Hein. Au fond, on cherche tout le temps l'autre monde. Platon est cherché à sa manière, les religions de manière, il y a un autre monde. L'autre monde est ici, c'est ça l'affirmation basique. C'est-à-dire, parfois j'ai employé l'expression le royaume est semblable. Alors, oui, je me rappelle, j'ai récemment pris cette formule à la suite de l'encyclique remarquable de notre Saint-Père le Pape François. C'était une encyclique écologique, vous rappelez. Alors, au fond, le royaume, c'est ici-bas. Il est en étant semblable. Semblable à quoi? À lui-même. Qu'est-ce que c'est que la semblance? C'est là où l'opération poétique intervient. Le royaume est semblable. C'était la prédication, semblable. Alors, est-ce que ça veut dire le royaume d'ici-bas est semblable au royaume d'au-delà, ou le royaume d'au-delà est semblable à ici-bas? Bon, alors, je prends l'expression en cherchant à la penser. Le royaume est, c'est-à-dire le terrestre, est en étant comme ce qu'il est, en étant semblable. La semblance est son être, si vous voulez, sa manière d'être, que le poème, mais aussi bien le peintre, s'il ne veut pas nous boucher la vue. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la plupart des peintres veulent nous boucher la vue. Mais il fut un temps où la peinture cherchait à ouvrir la vue. Bon. Mais non, la musique, même chose. C'est ça, cette espèce de rapport. Comment penser et s'en plaire, s'en satisfaire, d'entrer dans la semblance des choses, c'est-à-dire ce que j'appelle l'être comme ou la commaison, c'est-à-dire l'opération poétique, fut appelée aussi rapprochement, etc. C'est ça, le royaume est semblable. Il n'est pas abandonné. Alors, mais donc, où est l'autre monde? L'altermondialisation. La plupart des humains pensent que ça y est, on arrive. L'autre monde, c'est l'altermondialisation, c'est-à-dire la sortie du langage, etc. On pourrait parler aussi de l'intelligence artificielle. Il y a un petit événement récent qui m'a amusé. On a dit, c'est fantastique, le superordinateur, machin chouette, vient de battre le champion de Go. Mais ça n'est pas beaucoup plus intéressant que le fait que n'importe quelle petite machine, un boulier par exemple, me battrait, moi qui suis nul en combinatoire. Quelle différence y a-t-il entre une super machine qui bat le champion de Go et une petite machine qui nous battrait dans un problème de combinaison? Autrement dit, l'intelligence en tant que pensée n'est pas une intelligence artificielle. Hein. Alors, pensez toute la pensée actuelle en tant qu'intelligence sur le modèle de la rivalité avec des ordinateurs qui ont été conçus pour battre le champion de Go. Non, finalement, qui a été conçu par projection de l'intelligence combinatoire des hommes, à laquelle maintenant on se compare en disant c'est quelque chose. Donc, la pensée, en tant qu'elle n'est pas intelligence calculante combinatoire, mais aussi autre chose dont s'occupe la philosophie et la poétique, c'est ça un des aspects de la question. Bon, Martin, on s'arrête. D'accord. Alors, bon, j'ai un petit peu répondu à votre question sur l'écologie, sur Medvedev, et puis ensuite, au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écologie aujourd'hui, hein? Non, mais ça continue, cette histoire est très grave. Je vais au Maroc dans 15 jours, justement, pour un événement au sujet de Marrakech. Donc je continue avec ça. Hein. Mais si vous voulez, vous avez lu Les Instants Soufis? Alors, j'ai lu certains. C'était présenté par Jean Bess, c'est un très beau livre. Autrement dit, Medvedev essaye de remettre là en circulation des textes Sohrawardi ou des textes soufis pour comme si aujourd'hui on pouvait, il n'entend pas les faire réciter comme des patenôtres, comme si aujourd'hui justement on pouvait les réemployer pour, on va dire quoi, pas une illumination, mais une clarté, une certaine clairvoyance
sur le monde d'aujourd'hui. C'est bien un problème de relique, relance. Et sa croyance, son espérance, c'était que quelque chose comme une renaissance pourrait venir aussi de ce côté-là. On en parlait un peu, j'étais beaucoup plus sceptique. Alors, ça c'est donc le poème qui ouvre le volume qui s'appelle « N'était le cœur ». N'était le cœur, nous serions sourds, en vie sans doute, mais comme les méduses ou les vipères dérivées, n'était le cœur, nous serions sans monde. Le cœur chronique qui nous scande, le cœur constant qui nous suspend, nous arrachant à l'autisme animal lové, le cœur qui revire nos yeux à l'extase et nous alerte vers le dehors. N'était le cœur, nous serions sourds, entend, mon cœur entend la douce vie qui marche. Ça, c'est un peu gonflé. C'est une manière de dire, parce qu'en même temps, j'écrivais ou publiais la Pietà Baudelaire. Manière de dire, oui, pourquoi pas utiliser le poème là pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Entend, mon cœur entend la douce vie qui marche. Pas fini? Non. D'accord. Bon, alors, donc je lui apporte deux poèmes à la demande du public. Entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, il est entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, il y a l'éblouissement, je traverse les délices, la perte du jardin qu'il n'y eut jamais, l'Éden au Kenya sur la Loire, à Délos, à Delhi dans les Landes. Je reconnais l'Éden aux bords antarctiques, l'Éden au Kenya sur la Loire. Son ange m'annonce à l'oreille la conception, il y a l'éblouissement, ce qu'admiraient Corneille ou Freud, l'admirable à Rilke, à Stevens, à Rothko. Ah bon, ça c'est un poème amusant qui est un petit peu, au fond, épigrammatique. C'est un exemple de relique, mais de relique non chrétienne. C'est-à-dire, au fond, de reprise d'un mythème pour un certain jeu, finalement, hein, c'est ludique. Alors, c'est le texte. Ça arrive parfois dans notre expérience, c'est le poète, c'est le peintre, en l'occurrence Béatrice Casatsu, qui prend l'initiative, qui envoie des icônes, pour ça comme ça, hein, et donc elle me dit, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble là-dessus? Et ça a fait l'objet d'un livre, ce poème. Bref, qui est un poème qui accompagnait, qui a commencé à considérer ce que faisait l'artiste. Casatsu, c'est-à-dire que j'ai trouvé finalement bleu et or, je pensais que c'était la pluie d'or. Donc j'ai lu cela comme une certaine transposition, transfert aujourd'hui d'un mythe. Si vous voulez, pour prendre des gros exemples, de même que Twombly graphite sur sa toile en gris, il écrit Aphrodite. Alors, qu'est-ce qui reste d'Aphrodite? Il reste d'Aphrodite, soit Mallarmé, mes bouquins refermés sur le nom de parfois, etc. Ou bien, finalement, un graffiti sur lequel Barthes avait fait beaucoup de belles choses. Il écrit Aphrodite, vous savez, là, Aphrodite. Alors, c'est un tel souci, c'est-à-dire devant une proposition picturale, qu'est-ce que je lis là? Réponse Danaé dans le lit, pluie d'or. Donc, oui, d'accord. Il y a un peu de page, il n'y a pas de... Bon. À la nage depuis l'épave, Robinson fait des voyages pour ses lectures au désert. Au livret d'or qui s'y dispose, quel apocryphe déposé, quel Pindare introuvable retrouvé. C'est Danaé dans le lit qui prépare le ciel de lit, les draps bleus, la mise en pli. Est-ce à moi de faire la pluie? Car c'est elle qui verse la voie lactée de papier nuit
la nébuleuse de plein jour, la monnaie de pain doré, P-E-U-T, la monnaie de pain doré. Si se frôlent les surfaces, l'iconique, la sémantique, l'illisible, l'invisible, elles se touchent et s'abouchent, c'est pour un tiers qui les ajuste. L'âme superficielle s'y insère, se répand, la face des choses en est changée, comme le voile de Véronique, c'est très phénoméno-logique. Pour qu'elle servisse de soi-même, creusant l'abysse des conditions, le philosophe s'y perdra, l'art, quant à lui, s'arrache les peaux, abstraitement et brutement. Mais c'est pour toi ma grande épreuve, l'invulnérable toi, la vulnérante vulnérée, que je feignais ces vulnéraires.